Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire, ce premier webinaire qui porte sur une nouvelle mission pour les commissaires aux comptes, la mission de contrôle des comptes de gestion d'un majeur protégé. Une nouvelle mission, une mission d'intérêt général s'il en est, qui est confiée aux professionnels que nous sommes. C'est une mission qui appelle un certain nombre de commentaires de notre part, puisqu'elle est récente. Et donc, ce sont vos CRCC qui se sont emparés de ce sujet pour faire une présentation ce soir des textes. Les textes sont nombreux. J'ai noté qu'il y avait une loi, un décret, 2 arrêtés, une circulaire. Enfin, on a un petit peu de matière, donc on va essayer de défricher tout ça. Donc pour ça, je remercie tous les membres de notre commission qui ont travaillé ardemment sur ce sujet. J'en étais témoin depuis plusieurs semaines pour vous présenter ce webinaire ce soir. Donc là, c'est pour vous permettre d'avoir un panorama général de ces textes. Et puis, on vous donnera rendez-vous d'ici 2 mois à peu près pour vous présenter un vrai kit mission avec une aide de mission, une démarche qui va être proposée dans ce kit, et puis jusqu'au rapport. Alors, c'est une nouveauté et on en est très fiers. On réalise ce webinaire ce soir avec la CRCC de Dauphiné-Savoie, avec son éminent représentant qui est Lilian Rubin-Delanchy, qui est son vice-président aujourd'hui, ancien président d'ailleurs de la CRCC Dauphiné-Savoie. Bonjour Lilian, merci à toi de participer avec nous à ce webinaire. Et bonjour à tous nos confrères. C'est un plaisir, j'espère qu'on aura l'occasion de le renouveler dans le futur. Autre plaisir ce soir, on accueille 2 juges qui vont nous présenter finalement leur perception dans leurs tribunaux respectifs de cette mission nouvelle confiée au commissaire aux comptes. Donc nous avons l'honneur ce soir d'accueillir Florence Belloin. Je ne sais pas si, Belloin, excusez-moi, je ne sais pas si Florence, vous nous entendez. Alors Madame Belloin est vice-présidente et juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Et puis à nos côtés ce soir, Madame Dubreuil, qui est juge des tutelles au tribunal de proximité de Montreuil. Merci beaucoup, merci encore à vous de nous faire cet honneur que de participer à notre webinaire et vous allez nous donner votre point de vue sur cette mission confiée au commissaire aux comptes. Quelques considérations d'ordre matériel avant de débuter. C'est un webinaire qui est donc labellisé CAC 120 pour nos confrères, pour vos attestations de formation. Vous serez appelés à compléter un petit questionnaire de 5 questions qui vous sera adressé dès demain. Et restez bien jusqu'au bout du webinaire, ça vous permettra d'obtenir cette attestation avec bien évidemment le support qui vous est présenté ce soir. Je vous souhaite un très bon webinaire et Marine, je crois que la parole est à toi. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver. Donc, bon co-animé ce soir avec moi. Donc, moi-même, Fabrice Evrard, qui est de la CRCC de Versailles, Lilian, comme l'a dit Camille, Madame la Présidente Belloin et Madame la Présidente Dubreuil. Camille a dit qu'on allait parler d'attestation CAC 120 et donc aujourd'hui, au programme du webinaire, le webinaire est forcément à vocation informative. Comme vous l'a dit Camille, on fera un second webinaire en début d'été. On va d'abord vous parler du contexte légal et réglementaire. Ensuite, on s'intéressera aux missions de contrôle des comptes de gestion des majeurs non protégés. On passera ensuite aux objectifs et à l'organisation de la mission des contrôles des comptes de gestion des majeurs protégés. Et enfin, la partie un peu plus technique sur la réalisation des diligences. Et bien sûr, on sollicitera nos magistrats préférés pour les interroger sur leurs pratiques et les attendus de ces missions. Donc, je passe la parole à Fabrice. On va se partager le micro. Bonjour à tous, donc Fabrice Evrard, je suis commissaire aux comptes à la CRCC de Versailles et j'ai postulé en août 2024 l'année dernière pour faire partie, d'être intégré à la liste des commissaires aux comptes habilités à valider les comptes de gestion des personnes protégées. Ce qu'il faut bien comprendre dans le contexte légal et réglementaire, c'est que c'est pas tout récent quand on regarde un petit peu dans les textes. Donc la première loi, elle date de 1968, mais ça s'est accéléré en fait dernièrement, on va dire depuis à peu près 7-8 ans. Et ça peut se comprendre avec les évolutions on va dire, du monde classique, c'est-à-dire un vieillissement de la population et des majeurs qui ont un patrimoine à protéger. Donc on voit que ça est en train de s'accélérer et on voit que les mesures de protection des personnes sous protection ou sous tutelle curatelle ne font que s'accroître. Ce qu'il faut, on vous a mis les articles du Code civil, parce que là, c'est intéressant de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire aux textes légaux et réglementaires. Donc, ces mesures de protection est instaurée en vue de protéger la personne, principalement, et la dignité. C'est qu'on voit que le législateur a vraiment voulu protéger la personne, donc dans son intégrité
physique, mais aussi au niveau de son patrimoine, parce que la personne est en situation de faiblesse. Donc c'est une mission qui incombe traditionnellement à la famille, mais qui peut être dévolue aussi à la collectivité publique, donc la société civile, quand ça peut être nécessaire. Merci. Au niveau, je vous ai remis l'article 425 du Code civil, donc on voit que c'est des personnes, il y a différents degrés dans les mesures de protection des majeurs, ça va d'une mesure relativement simple à une mesure la plus contraignante qui est la tutelle qu'on connaît habituellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne n'est pas forcément en mesure d'exprimer sa volonté, pour différentes raisons. Ça peut être médicaux ou ça peut être des problèmes, on va dire des problèmes psychologiques. Le but, c'est de protéger, on y revient à chaque fois, sur les intérêts patrimoniaux, puisque son patrimoine va forcément être géré, administré par un tiers, et il faut s'assurer que son patrimoine ne soit pas dilapidé dans le temps pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Et c'est là que prend toute la dimension du commissaire aux comptes et de la future mission qui va nous être dévolue. Alors, je prends la main pour la CRCC Dauphiné-Savoie. Juste pour rappel, en Dauphiné-Savoie, on a été contacté par notamment les juges du département de la Haute-Savoie, puisqu'aujourd'hui, on constate une véritable attente de la part des différents juges de tutelle pour cette nouvelle mission, puisqu'historiquement, elle était dévolue aux responsables de greffe qui avaient beaucoup de mal à assurer ces missions de contrôle. Et aujourd'hui, je pense que pour la profession, c'est une véritable opportunité et surtout une véritable attente de la part de la justice. Donc, la protection des majeurs, les décisions ne sont pas prises à la légère, puisque vous avez des décisions qui sont prises par les juges sur le fondement de l'article 428 du Code civil, et notamment en fonction des altérations médicales de ces personnes, afin de les protéger, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, et en particulier protéger leur patrimoine tout au long de leur vie. Donc, pour la page suivante, je laisse la main. Ces mesures de protection sont assurées sur décision du juge, soit par la famille, par des membres de la famille, ou par des professionnels qui sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Donc, ces mandataires judiciaires peuvent être associatifs ou des sociétés ou des personnes individuelles. Dans les différents comptes de majeurs de protection que vous aurez à vérifier, vous pourrez avoir soit des comptes qui seront fournis par les familles, soit des comptes qui seront fournis par des professionnels. Et bien évidemment, la présentation de ces comptes n'est pas, même si elle est formalisée dans le décret, elle n'est pas forcément présentée de la même façon en fonction de réalisation par une famille ou par un professionnel. Sur la question des différentes mesures de protection, donc là je vais laisser la parole à Madame Dubreuil, puisqu'a priori Madame Belloin a du mal à se connecter. Donc Madame Dubreuil, juge, je vous laisse la parole sur les différentes mesures de protection, en particulier les curatelles, tutelles et habilitations familiales. Oui, alors bonjour. Je voulais préciser que j'interviens aujourd'hui comme référente du pôle de proximité de Bobigny, qui regroupe 20 juges des contentieux de la protection, dont 14 juges des tutelles. À titre informatif, nous gérons actuellement 10 700 mesures à peu près, sachant que ce chiffre évolue bien sûr chaque jour. Alors ça, c'est pour donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire, sauf dispense, mais ça, on verra ça plus tard, mais ça veut dire qu'actuellement, les greffes sont amenés à faire presque 10 000 désignations sur l'existant de professionnels qualifiés, sans compter les dossiers qui arrivent chaque jour dans lesquels nous sommes également amenés à désigner des professionnels qualifiés. Alors un petit mot sur l'antérieur, effectivement les directeurs de greffe étaient chargés de cette mission dans les textes. Actuellement nous sommes dans un processus de déjudiciarisation et donc ce sont des professionnels qualifiés qui vont devoir contrôler les comptes à partir du 1er janvier 2024.
C'est encore quelque chose sur laquelle j'attire votre attention, puisque dans nos ordonnances, nous désignons les professionnels qualifiés à partir du 1er janvier 2024, c'est-à-dire à partir de la mise en œuvre de la réforme. Simplement, les décrets ont mis énormément de temps à sortir. Alors, en ce qui concerne les différentes mesures, pour simplifier, vous allez être destinataire essentiellement de mesures de curatelle renforcée et de mesures de tutelle. Donc, pour chacune de ces mesures, bien entendu, nous sommes saisis par requête à laquelle est joint un certificat médical circonstancié, c'est-à-dire un rapport d'expertise qui nous décrit les problèmes de santé de la personne. La curatelle renforcée, c'est une mesure d'assistance. Ça veut dire que la personne est en mesure de participer à la mesure, elle a simplement besoin d'être assistée. Dans le cadre d'une curatelle renforcée, c'est le curateur qui va gérer les biens de la personne. Je vous donne pour exemple une personne qui a des problèmes psychologiques, psychiatriques, qui n'arrive pas à gérer son budget, qui va avoir tendance à tout dépenser dès que son allocation arrive. Eh bien, le fait que ce soit une autre personne qui gère ses biens, ça va permettre à son loyer d'être payé et donc elle va bénéficier d'une aide pour ses besoins quotidiens, une fois par semaine à peu près. La mesure de tutelle, c'est une mesure de représentation. La personne n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté ni de participer à la mesure, soit du fait de son âge, soit du fait d'altérations dues à des problèmes de santé, par exemple un jeune majeur qui serait autiste profond. La mesure d'habilitation familiale, vous n'en verrez pas, puisque c'est une mesure qui n'est pas suivie au tribunal. On ouvre la mesure, on désigne des personnes de la famille pour gérer la mesure, mais il n'y aura pas de compte qui va être déposé. Normalement, ce dossier est archivé, à peine ouvert le jugement rendu, on archive ce dossier. On ne le ressortira que lorsque le juge des tutelles a besoin de donner une autorisation, notamment dans des cas de vente d'immeubles ou dans des cas de donation. Les mesures de sauvegarde de justice, alors ce sont des mesures provisoires pour une durée d'1 an. À Bobigny, on n'en fait pas beaucoup. On préfère directement ouvrir des curatelles ou des tutelles, mais ça existe, notamment dans les cas d'urgence. Mais là encore, vous ne serez pas saisi de mesures de sauvegarde de justice, vous serez saisi de mesures de curatelle ou de tutelle. Par ailleurs, qui on va désigner? Eh bien, le Code civil nous dit qu'il faut privilégier les familles, mais dans un certain nombre de cas de figure, on ne va pas avoir de famille, soit parce qu'on est saisi par le parquet. Alors, il faut savoir que le parquet est l'interlocuteur des services sociaux du département, donc tous les signalements remontent des services sociaux. Le parquet ensuite va saisir le juge des tutelles. Donc quand on est saisi par le parquet, on ne connaît pas très bien quels sont les membres de la famille. Par ailleurs, il y a énormément de personnes qui sont isolées, qui n'ont pas de famille, ou alors dont la famille s'est désintéressée. Donc dans ces cas-là, on va désigner ce qu'on appelle un MJPM, c'est-à-dire un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Donc concrètement, dans le cadre du contrôle des comptes de gestion, votre interlocuteur, ce soit un curateur, soit un tuteur, soit un membre de la famille qui aura été désigné, soit un MJPM. Voilà, peut-être je vais m'arrêter là pour ne pas être trop longue. Merci. Et puis, en plus du juge ou de la juge, vous avez le parquet, donc les procureurs qui ont une mission de surveillance générale sur les mesures de protection. Donc, le parquet apprécie l'opportunité des demandes. Il donne son avis sur la liste des mandataires de justice. Donc, il faut savoir que les mandataires de justice sont inscrits sur une liste départementale auprès des préfectures. Il établit la liste des médecins experts et surtout le parquet, le procureur, depuis 2024,
établit la liste des professionnels qualifiés dont les commissaires aux comptes font partie. Donc voilà, votre demande, ce sera la suite, devra être formulée auprès du parquet pour être inscrit sur la liste des professionnels qualifiés. On va passer maintenant à la mission de contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés. Donc là, au niveau des dispositions réglementaires, il y a 2 textes. Donc, il y a le décret 2024-659 du 2 juillet 2024. Les principaux points du décret concernent la désignation du professionnel qualifié quand le patrimoine le justifie en termes de complexité ou d'importance. Le décret aussi prévoit le respect du secret professionnel et la nécessité pour le professionnel désigné d'éviter d'être en situation de conflit d'intérêts, ce qui nous paraît logique. Le décret définit également la rémunération du professionnel qui sera amené à intervenir et il propose des modèles standardisés sur les comptes de gestion, notamment l'attestation et tout ce qui est lié au rapport de difficulté. L'objectif, c'est quoi? C'est in fine d'harmoniser les pratiques sur le plan national. Est également disponible la circulaire donc du 24 septembre 2024. On vous a rappelé la référence. Donc, cette circulaire a été émise par la DAX et l'objectif, c'est de présenter les dispositions relatives au contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés par un personnel qualifié. La circulaire a vocation à fournir 3 points. D'abord, donner des orientations sur les nouvelles modalités des contrôles des comptes de gestion. Ensuite, clarifier les rôles et les responsabilités des différents intervenants dans le process de contrôle, les obligations déontologiques et la rémunération. Et ensuite, d'assurer une application uniforme sur l'ensemble du territoire national. Là-dessus, ce qui nous est paru important, c'est de vous faire un zoom sur cette fameuse circulaire qui présente les dispositions relatives au contrôle des comptes. Et on vous a recensé les différentes annexes qui fournissent des outils et des fiches pratiques. L'objectif de ces annexes, c'est quoi? C'est de fournir des modèles normalisés, donc pour la présentation homogène dont on a déjà parlé, d'encadrer la rémunération du professionnel qualifié, et là-dessus, il y a une grille indicative qui est proposée. Également, de faciliter l'analyse des comptes par les magistrats, donc de leur donner une grille de lecture, et puis surtout de sécuriser aussi juridiquement les pratiques. Ça définit un cadre clair pour l'intervention du professionnel. La nouveauté, c'est l'article 512 du Code civil qui concerne donc toujours notre sujet, le contrôle des comptes de gestion, qui est établi, comme le disait Madame la Présidente, par le tuteur dans le cadre d'une mesure de tutelle. Les points essentiels qu'il faut retenir et avoir en tête, il y en a 5. C'est d'abord qu'on a vocation à rendre compte chaque année de la gestion. Il y a un contrôle de ces comptes qui est prévu par le juge ou qui est réalisé par un professionnel qualifié désigné par le tribunal. Il y a un examen périodique de ces comptes pour appréhender la conformité des dépenses engagées, la cohérence des actes de gestion et aussi s'assurer de l'absence totale d'anomalies. Donc, c'est un contrôle qui est annuel, mais qui peut être adapté par le juge en fonction. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que cet article prévoit que la responsabilité relève du tuteur en cas d'anomalie. Donc là, on vous répète quelles sont les conditions prévues au premier alinéa et quels sont les professionnels qualifiés qui peuvent intervenir, dont les commissaires aux comptes. Et ça, c'est une nouvelle mission pour nous en qualité de commissaire aux comptes et c'est la nouveauté du décret de 2024. Vas-y, Fabrice. Et on peut, je me permets. Ouais, vas-y. Et on peut préciser, juste quand on voit les personnes qui sont capables de faire la mission, vous pourrez noter, parce que je pense que parmi vous sont comme moi, on est expert comptable et commissaire aux comptes, parfois. Les experts comptables ne sont pas inclus pour l'instant, ne sont pas habilités pour faire la mission. Donc, ça devrait changer, mais on voit que les commissaires aux comptes, et je reviens un tout petit peu en arrière il y avait eu un rapport de la Cour des comptes, du coup, sur la gestion de la tutelle au sens large, et on voit que dès le départ, dans le rapport de la Cour des comptes, qui est assez intéressant, donc je vous invite à le lire, à vous pencher dessus, et on voit que dès le départ, ils ont pensé à nous, on peut le signaler, ils ont pensé à nous directement aux commissaires aux comptes pour, on va dire, apporter de la régularité dans les comptes de gestion qui sont produits. Je rajoute un point sur ce slide. Si vous prenez les 4 professionnels, donc aujourd'hui, les notaires ne se sont pas précipités sur la mission. Les commissaires de justice ont également en parallèle d'autres missions qui leur sont confiées
par la chancellerie et je pense que ça va être une charge de travail conséquente de tout faire. Et les mandataires de justice à la protection des majeurs, théoriquement, ne peuvent pas contrôler d'autres mandataires de justice. Donc, le commissaire aux comptes, aujourd'hui, apparaît à la vue du ministère de la Justice comme un professionnel qualifié et important dans cette nouvelle mesure. Et donc, pour répondre à deux questions qui nous sont posées, on va répondre à la question sur l'assurance. Donc, est-ce que l'assurance a-t-elle vocation à couvrir cette nouvelle mission et faudra-t-il souscrire une assurance supplémentaire? Comme l'a répondu notre confrère Olivier Boucherie, c'est couvert par le contrat Sophia Assure pour autant que les honoraires soient bien déclarés. Et ensuite, on s'adresse davantage à vous, Madame la Présidente. Un confrère a été désigné par ordonnance en février 2025 et actuellement, un recours est fait devant la Cour d'appel par une des parties intéressées contre la décision. Quelle est la suite du process dans ce cas? Oui, alors effectivement, nous avons eu également des appels sur Bobigny. Nous pensons que ça doit être une méconnaissance un peu de la part des avocats de la réforme. En tout état de cause, il y a exécution provisoire sur nos décisions. Ça veut dire que nos décisions s'appliquent jusqu'à ce que la Cour d'appel statue. Par exemple, à Paris, il faut à peu près 20 mois, la Cour d'appel à la Chambre qui statue sur les décisions des juges des tutelles. Donc, on tient compte de la décision du juge des tutelles tant que la Cour n'a pas statué. Voilà. Et il faut savoir également que ça s'impose à nous si vous avez une mesure de tutelle avec une seule personne de la famille qui est désignée. Par exemple, c'est la fille qui est la tutrice de sa mère. Le juge des tutelles est obligé de désigner un professionnel qualifié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrôle interne. Cette réforme a aussi institué le contrôle interne, c'est-à-dire soit il y a un contrôle interne par un autre membre de la famille, soit personne n'exerce ce contrôle interne. Dans ce cas-là, le contrôle externe par un professionnel qualifié est obligatoire. Donc, la Cour ne pourra pas dire autre chose dans ce genre de cas de figure. Merci. Donc, si on revient sur le déroulé du webinaire, le contexte général de la mission de vérification, donc vous l'aurez compris, c'est dans une logique de protection des majeurs protégés pour éviter tous les abus et les anomalies qui ont pu faire l'objet par le passé de révélations. Donc l'objectif, c'est de vérifier que la gestion du patrimoine du majeur protégé est conforme à son intérêt et on vous a rappelé le dispositif légal qui encadre cette intervention. Alors si je peux me permettre d'intervenir juste à titre d'exemple, là, je viens de jeter un œil sur des comptes. Il y a eu une vente immobilière en faveur du majeur protégé. C'est un préposé d'établissement, c'est-à-dire on a des préposés dans les hôpitaux ou dans les EHPAD. C'est un préposé qui gère la mesure. Eh bien, la somme d'argent qui correspond à cette vente, à peu près 70 000 €, elle est toujours sur le compte courant. Donc, c'est là où vous, en tant que commissaire aux comptes, vous pouvez, alors peut-être pas refuser d'approuver, mais en tout cas faire des observations, puisque vous avez la possibilité de faire des observations. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent. Merci. Oui, j'interviens, parce que je lisais les questions en même temps, c'est pour ça. Juste sur l'assurance, je vous confirme, je remercie le confrère Olivier, et j'ai reçu la confirmation de Sophia Assure. Donc, moi, j'ai un courrier, un email officiel, du coup, parce que je suis quelqu'un de très, très, très peureux. Donc, du coup, j'ai attendu et j'ai bien eu la confirmation. Je reviens sur l'article du coup 512 du Code civil qui dit bien en fait tout le processus du coup d'élaboration des comptes, donc qui sont élaborés par le subrogé tuteur et qui doivent être approuvés. Et nous, on va intervenir par-dessus pour les valider. Sachant que c'est le juge dans son ordonnance qui va nous dire un petit peu, qui va nous diriger, sachant que l'ordonnance, elle est quand même relativement bien encadrée. Et on voit dans les ordonnances que vous allez recevoir, on voit qu'il y a quand même une trame qui nous dit sur quelle période on intervient et la mission qu'on doit effectuer. Et les pièces qui doivent nous être confiées. On voit qu'entre les mandataires qui nous envoient les documents, il y a quelques petites distorsions, mais on commence à avoir des traits communs. Il va falloir peut-être un petit temps d'adaptation pour qu'ils aient l'habitude des documents qu'ils doivent nous envoyer. Typiquement, l'un
l'inventaire, je ne l'ai pas vu moi dans les missions qui m'ont été confiées, j'ai pas reçu l'inventaire détaillé des biens qui composent le patrimoine, au sens un inventaire fait par une personne habilitée, je parle d'un commissaire-priseur ou d'un commissaire de justice. Donc ça, on verra avec les juges en fonction, dire est-ce que dans les observations, parce qu'il va falloir aussi qu'on uniformise nos observations, peut dire au juge, il y aura peut-être une opportunité peut-être d'aller demander à un commissaire-priseur ou un commissaire de justice, peut-être faire j'aime pas le terme audit, mais d'aller vérifier la consistance, notamment s'il y a des œuvres d'art, ce genre de choses. Si on a un doute, dire, ce serait peut-être bien qu'on aille vérifier, est-ce que nous, en tant que commissaire aux comptes, on ne va pas aller faire l'inventaire physique des biens de la personne qui est protégée. Au niveau, si tu peux passer la slide. Le plan de gestion, il est assez bien, on va dire. Alors, ce n'est pas des documents qu'on a l'habitude de voir en tant que commissaire aux comptes. Hein. On ne vous attendait pas à avoir un bilan et un compte de résultat au sens où on a l'habitude, mais c'est un document qui va retracer toutes les ressources qui ont été perçues et toutes les dépenses qui ont été effectuées. Et notamment, ça revient à faire une variation de la trésorerie, c'est ce qui a été dit par Madame la Présidente, en gros, est-ce que le patrimoine a augmenté? Et si oui, pourquoi il a augmenté? Donc, c'est un contrôle de cohérence. Et après, sur les dépenses, il va falloir qu'on aille vérifier, soit par sondage ou l'exhaustivité, ça va tout être le débat, d'aller vérifier la justification de la dépense, est-ce qu'elle est bien dans l'intérêt du majeur protégé. Sachant que la période de travail, ça a été mis en question, ça a été mis dans les quelques questions, c'est que la mission, elle est annuelle. On intervient sur une année civile. Donc, le document qui nous est transmis pour les comptes 2024, ils doivent nous être transmis avant le 30 juin 2025 et nous, on devra transmettre notre rapport au commissaire, au juge à l'issue avant le 31 décembre 2025. Donc, les délais sont, j'ai envie de dire, plus cool, si on peut dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais, comme c'est une nouvelle mission, il faut le temps de rentrer à l'intérieur. On vous a mis un exemple du compte de gestion, avec les ressources et les dépenses qui sont faites. J'ai envie de dire, si vous avez l'habitude de faire un budget personnel, ça revient à peu près à ça. Hein. Je veux dire, c'est assez rapide, sachant que les patrimoines conjoints qui sont gérés sont relativement modestes. Donc, il est peu probable que la personne qui est sous tutelle ait une automobile, un immeuble. Enfin, généralement, il va falloir qu'on oriente nos travaux, mais généralement, c'est quand même des comptes de gestion qui sont relativement simples. Une des difficultés qu'on verra par la suite, c'est qu'on ne connaît pas la consistance du patrimoine tant qu'on ne l'a pas audité. Donc, en fait, on navigue un petit peu à vue. Ce n'est pas comme une mission de commissariat aux comptes où on nous donne les comptes, on fait notre plan de mission avec un budget prévisionnel de temps à passer. Là, on ne peut pas le savoir. On reçoit les comptes et on va travailler dessus. Donc, on vous a remis en détail, du coup, les différentes ressources et dépenses. Il faudra se pencher quand même sur les types de ressources, notamment sur si la personne a le statut de travailleur handicapé, est-ce qu'elle bénéficie d'une allocation adulte handicapé. Donc, ça aussi, dans nos contrôles d'audit, peut-être se poser la question, est-ce que c'est notre rôle on n'est pas des assistantes sociales, est-ce que c'est notre rôle d'aller chercher, de dire, il y a un manque d'opportunité, du coup, il y a une opportunité qui a été perdue, d'aller peut-être chercher une aide. On vous a mis là le petit tableau avec les comptes courants, les livrets A, les assurances vie, le LDD, le livret d'épargne populaire pour les gens qui ne sont pas imposables. Voilà, on vous a mis après, mais ça va être rempli par on va dire, le subrogé tuteur. Alors, juste concernant, je reviens en arrière à une des questions, puisqu'on est peut-être passé un peu vite sur les slides, une question qui était posée de savoir auprès de qui, professionnels qualifiés, nous devions nous inscrire ou faire un courrier. Donc oui, c'est bien auprès du procureur du ressort de chaque tribunal que le commissaire aux comptes doit faire acte de candidature. C'est le procureur qui établit la liste. Donc pour l'année 2024, un certain nombre de listes ont déjà été établies, mais ces listes ne sont pas figées, elles peuvent varier dans le temps. Concernant la transmission des comptes de gestion, et pour rebondir également sur une autre question, Madame la juge pourra peut-être me reprendre, mais l'ordonnance de désignation n'est pas forcément annuelle. L'ordonnance de désignation peut être pluriannuelle, c'est-à-dire sur un certain nombre d'années. Donc, vous êtes désigné sur ordonnance du juge en charge des tutelles. Vous avez à contrôler des comptes de gestion qui sont sur des périodes de l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. La première année d'application est théoriquement l'année 2024, dans la mesure où vous avez déjà fait acte de candidature auprès des procureurs et que vous êtes déjà sur des listes, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Les comptes, normalement, doivent être transmis pour le 30 juin de l'année N+1 et vous avez à transmettre vos dossiers, vos rapports, 3 mois après la fin de la mission. Donc, si vous voulez vous mettre une échelle de temps,
le compte de gestion porte sur l'année civile, vous recevez le 30 juin plus 1 le compte de gestion et vous avez en gros 6 mois pour faire vos travaux et établir votre rapport. En cas de difficulté, vous pouvez demander au juge un délai supplémentaire. Voilà pour les délais. Concernant la mission, vous aurez dans quelques mois un kit plus élaboré, mais déjà dans un premier temps, donc les différents documents, et la liste n'est pas exhaustive, déjà vous assurez que vous avez bien l'ordonnance du juge des tutelles relative au patrimoine et au contrôle, que les documents, tous les documents qui vous sont produits, en particulier les documents bancaires, font bien référence à ces mesures de protection, c'est-à-dire la tutelle, que vous avez tous les justificatifs des revenus, les différentes allocations de l'année, que vous avez les justificatifs d'impôts, de taxes, de non-imposition, que vous avez l'ensemble des relevés de comptes bancaires, placements, et que vous avez, en théorie, les justificatifs des dépenses de plus de 500 €. Il faut savoir que vos travaux seront ou exhaustifs ou par sondage, et que chaque juge est libre d'apprécier ou de demander des travaux particuliers, c'est-à-dire que la mission n'est pas uniforme sur le territoire national, puisque vous pourrez être amené soit à contrôler exhaustivement, puisque certains juges pourront le demander, soit à contrôler par sondage. Donc voilà pour les différents documents à récupérer. Pour cela, vous aurez un certain nombre de moyens de relance, c'est-à-dire que vous aurez la capacité de mettre en demeure la personne en charge chargée de la protection si vous n'avez aucun document ou si il vous manque des pièces. Vous pourrez demander au juge une information supplémentaire. Vous pourrez éventuellement solliciter les banques. Le secret bancaire ne vous sera pas opposable si vous voulez des informations complémentaires. Encore faut-il connaître ou avoir la liste des établissements bancaires. Et vous pourrez peut-être consulter le dossier du greffe pour les années antérieures. Donc ça, je dis bien peut-être, puisque ces travaux n'étaient pas forcément totalement réalisés par les greffes sur les années antérieures. Alors, je peux intervenir à ce sujet. Effectivement, le texte prévoit que le professionnel qualifié peut consulter le dossier au greffe s'il le souhaite, notamment s'il souhaite consulter des pièces patrimoniales qui seraient dans le dossier. Donc, le greffe mettra à disposition le dossier à destination du professionnel qualifié qui voudra venir le consulter. Il faudra simplement prévenir un peu à l'avance pour que le dossier puisse être sorti et on permettra aux professionnels, tout comme les avocats viennent consulter les dossiers, le professionnel qualifié pourra venir les consulter. Il y a certains dossiers dans lesquels effectivement on peut avoir pas mal de pièces. En tout état de cause, il n'y aura pas de transmission par le greffe. Il faudra se déplacer au greffe. Alors, on va répondre. On a quelques questions. Sauf si, vas-y, tu veux ajouter quelque chose. Non, c'était pour répondre aux questions, je te laisse. On va y répondre à tour de rôle si ça vous va. La question, c'est en s'inscrivant sur la liste de la CRCC, étant automatiquement inscrit sur la liste du procureur, la réponse est non, il faut faire une démarche personnelle. Les CRCC n'ont-elles pas centralisé les demandes de candidature pour établir la première liste? Non, nous on a fait un sondage auprès de la CRCC de Paris pour savoir quels étaient les confrères, mais on avait centralisé les listes. Mais enfin, c'est au niveau de la CRCC de Paris. Après, les autres CRCC… Versailles, c'était un email où on faisait acte de candidature. C'était en août, je crois, de mémoire, où on disait, si vous le souhaitez, il faut envoyer directement au procureur, du coup, du 92, et c'est lui qui va être en charge des… Donc, il y avait une lettre de motivation, il y avait quand même un peu de boulot. Il y avait un dossier à monter, sérieux, pour pouvoir… Et après, on recevait, donc c'était une des questions. Après, on a reçu une confirmation quelques temps après, je ne sais plus le délai, peut-être 1 ou 2 mois après, qui nous confirmait qu'on était inscrit sur la liste. Voilà, alors si j'ai un conseil à donner, évitez d'écrire au parquet. Le parquet, enfin, notamment à Bobigny, mais comme partout, sont
sont surchargés de lettres et votre lettre risque de ne pas être bien mise sur le haut de la pile, si je peux dire. Donc, le mieux, c'est d'envoyer effectivement un mail aux boîtes structurelles du parquet civil. Donc, je me tiens à disposition des organisateurs pour fournir la boîte structurelle du parquet civil de Bobigny. Donc, il faut effectivement faire acte de candidature et puis joindre les pièces qui sont demandées. Ensuite, on a une question. Si je suis CAC d'une structure associative qui aide au quotidien des majeurs protégés, puis-je être nommé CAC de quelques-uns de ces protégés? Tu veux répondre, Fabrice ou Lilian? Je laisserai plutôt un politique, un élu répondre. De toute manière, la mesure de désignation est faite par le juge. Donc je dirais que c'est au juge d'apprécier. Je pense qu'en termes d'indépendance, la question mérite d'être posée. Et après, c'est au juge de désigner. Donc c'est le juge qui jugera s'il y a indépendance ou pas, je pense. Après, je pense qu'aussi au moment de l'acceptation de la mission, c'est à nous de nous interroger, de savoir si on est en mesure ou pas. Et je dirais que si vous avez un doute, par prudence, refuser la mission. On a un délai de 15 jours à l'issue de l'ordonnance, théoriquement qu'on ne reçoit pas recommandé, pour refuser la mission. Donc il ne faut pas tarder. Après, personnellement, j'éviterais tout malentendu. Ouais. La période de 12 mois peut-elle être de janvier N-1 à janvier N, donc différente de l'année civile? Alors non, c'est forcément l'année civile. C'est ce que disent les textes. Alors, on a une question aussi. Alors ça, c'est peut-être vous, Madame la Présidente. Un confrère demande s'interroge sur le fait que quand on est nommé par ordonnance, les coordonnées du majeur protégé ne sont pas communiquées. Est-ce que c'est impossible de le contacter directement? Alors, ça dépend des ordres. Comment va être rédigée l'ordonnance? On met effectivement le nom du majeur protégé, peut-être pas forcément son adresse, mais en tout état de cause, vous, votre interlocuteur, c'est le curateur ou le tuteur, c'est lui qui vous transmet les comptes. Voilà. Après, si vous avez besoin des coordonnées du majeur protégé, c'est toujours possible de se rapprocher des greffes pour demander des coordonnées. Voilà, mais le majeur protégé ne va pas être votre interlocuteur. Votre interlocuteur, c'est le curateur ou c'est le tuteur. Et dans la grande majeure, dans la majorité des dossiers, ça va être un mandataire judiciaire, la protection des majeurs. Je reviens juste parce qu'on a un certain nombre de questions et je pense qu'il faut rééclaircir un peu tout depuis le début. Donc, la mission n'est pas de la compétence des CRCC. Les CRCC ont fait une information auprès des confrères de cette nouvelle mission et vous êtes aujourd'hui autour de vos écrans pour suivre cette information. Donc, ce n'est pas c'est pas les CRCC qui organisent. Chaque professionnel doit faire acte de candidature auprès du procureur. Alors, je rebondis sur ce que disait Madame le juge ou du greffe civil, mais la théorie, c'est chaque professionnel doit faire acte de candidature auprès du procureur de chaque ressort, c'est-à-dire de chaque tribunal judiciaire. Vous n'avez pas un ressort par département, vous pouvez avoir plusieurs ressorts. Et ce n'est pas le procureur général de la cour d'appel. Donc, chaque professionnel fait acte de candidature auprès des procureurs du ressort sur lequel il veut candidater. Ce sont les procureurs qui établissent les listes des professionnels qualifiés et les juges utilisent, entre guillemets, ces listes pour désigner ces professionnels chargés du contrôle. Et la désignation n'est pas forcément annuelle, vous pouvez être désigné pour des périodes pluriannuelles. Donc ça, c'est l'ordonnance du juge qui définit les modalités. Voilà, je pense que j'ai résumé le début. Oui, la désignation, c'est pendant la durée de la mesure, dit le texte. Donc, tant que la mesure est en cours, la désignation va être valable. Et après, pour répondre à une dernière question,
On nous demande s'il faut établir une lettre de mission en complément de l'ordonnance de désignation. La réponse est oui. Par exemple, quand on est désigné commissaire aux apports ou à la fusion par le tribunal, on est désigné par ordonnance. On établit quand même une lettre de mission, donc c'est le même principe ici. Donc on va avancer, mais vous verrez, on reviendra dessus. Et le webinaire de juillet, inscrivez-vous, ça sera pépite. Objectif et organisation de la mission de contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés. Donc, l'objectif précis du contrôle, c'est quoi? C'est de vérifier que la gestion est opérée dans l'intérêt strict et exclusif du majeur protégé. Ça va impliquer différents types de contrôles. Fabrice en a un peu parlé tout à l'heure. On va, par exemple, vérifier la mention de la mesure de protection sur chaque compte bancaire. C'est important parce que si elle n'y est pas, la question se pose, c'est la banque est-elle au courant de la situation? Et parce qu'il y a un devoir quand même d'informations sur ce sujet. Ensuite, il y a le contrôle de l'obtention des autorisations judiciaires qui sont nécessaires. On va devoir, au besoin, formuler des observations ou des recommandations d'opportunité. Donc, c'est un peu ce que disait Fabrice tout à l'heure avec son exemple sur le majeur qui est handicapé, savoir s'il a son allocation. Et aussi, un autre point de contrôle, c'est de vérifier l'intérêt de la personne protégée. Donc là, c'est pareil, vérifier qu'on a bien un équilibre budgétaire, que les dépenses sont systématiquement justifiées, sauf ce qu'on a vu un peu plus bas, c'était les dépenses de course, on ne va peut-être pas aller vérifier le ticket du Super U. Et ensuite, la perception des prestations auxquelles elle peut prétendre. Le périmètre de la mission confiée au CAC, le principe, c'est que le juge des tutelles est libre de choisir le professionnel qualifié de son choix. Néanmoins, la mission du professionnel qualifié va porter sur l'intégralité des comptes de gestion établis entre le moment où il va être désigné et la date d'échéance de la mesure, c'est-à-dire la date d'échéance de la mesure de protection. En termes de fréquence du contrôle, on en a un peu parlé tout à l'heure. La loi du 23 mars 2019 a conservé le principe qu'on transmet annuellement le compte de gestion au tribunal. En revanche, le juge pourra décider d'espacer la fréquence. Donc, mais ça, c'est que le juge qui est libre de le décider. Et cela ne dispense pas toutefois à la personne qui est en charge d'établir ses comptes de le faire annuellement, parce que le juge des tutelles pourra à tout moment exiger de transmettre la pièce qui est nécessaire donc, et de transmettre une requête sur ce sujet. Fabrice, comment ça se passe pour la rémunération? Alors, la rémunération, c'est un peu… Madame la Présidente va pas m'écouter, mais va plutôt fermer ses oreilles, c'est la complexité, c'est le calcul. Il est kafkaïen. C'est pour ça que dans la circulaire qu'on vous a mis, vous avez un exemple de fichier Excel qui vous permet de faire le calcul. Il est assez complexe. Bon, après, on a l'habitude, c'est un peu notre métier de manipuler les chiffres, dans le bon sens du terme. Il y a un barème qui est fait. N'attendez pas. Alors, je pense que si vous êtes intéressé par cette mission, ce n'est pas dans un aspect purement pécuniaire. On est bien d'accord, c'est qu'on est une profession libérale. Il y a un intérêt quand même supérieur, j'ai envie de dire, qui est de protéger la personne et on va dire de répondre à une attente de la société civile. Et on voit que le barème, c'est les missions, on va tourner à un montant minimum, allez, on va dire le chiffre de 35 € hors taxe. Et après, c'est en fonction du patrimoine de la personne. Mais ce qui est d'une certaine logique imparable, c'est qu'en fonction du patrimoine, ça va diligenter on va dire pas des missions, mais des diligences complémentaires en fonction de la surface patrimoniale de la personne. Donc, c'est un petit peu normal. Sachant qu'on peut demander des enveloppes complémentaires au niveau du juge si on a des diligences complémentaires à effectuer. Donc, il y aura toujours un dialogue à avoir avec le juge en fonction de ce que le juge veut qu'on fasse notre mission et nous, il faut qu'on puisse la faire dans de bonnes conditions. Donc, il y a tout un barème avec un tableur Excel, je pense qu'il sera actualisé, je pense, régulièrement, sachant qu'il faut retenir, il se base notamment sur la rémunération notamment par rapport au RSA et notamment par un patrimoine disponible. Donc ça, il vous explique dans la circulaire ce qu'est le patrimoine disponible qui est fixé à hauteur de 35 000 €. Et dans moi, les ordonnances que j'ai eues, les premiers comptes de tutelle que j'ai eus, c'est globalement ce qui en ressort. C'est des petits patrimoines, tout est relatif, c'est pas péjoratif, mais c'est des personnes qui n'ont pas peu probable qu'on ait quelqu'un avec un patrimoine de 4 millions. En principe, c'est des gens qui sont suffisamment accompagnés, encore que. Juste si je peux t'interrompre, on a une question en termes de rémunération, comme on parle d'argent. Oui. C'est plus à destination de Madame la Présidente. Est-ce que le tuteur a la possibilité de prélever ou de s'attribuer une rémunération sur le revenu du majeur protégé? Alors, le tuteur familial, c'est bénévole, c'est gratuit. Quand c'est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il y a un barème qui est fixé par l'État.
Voilà, c'est un peu comme pour le professionnel qualifié, hein, l'État fixe un barème et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont payés selon ce barème. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que le juge a la possibilité de faire des dispenses de contrôle, de désignation d'un professionnel qualifié. Alors ça concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ce qui est la majorité des mesures quand même. D'ailleurs, c'est prévu par les textes, hein, c'est dans la circulaire aussi, c'est détaillé dans la circulaire. Quand il y a peu d'argent, le RSA, l'AH, quand le patrimoine est faible, on a la possibilité de faire des dispenses. Simplement, il faut savoir que chaque juge va être libre de faire ce qu'il veut. Il y a certains juges qui sont opposés à toute dispense, d'autres qui pratiquent ces dispenses pour tout ce qui est petit patrimoine. Voilà. Et du coup, Fabrice, maintenant, comment on fait une fois que les honoraires sont définis pour être payés et la facturation, comment ça se passe? Alors, on va les envoyer au MPG, enfin au mandataire qui gère les comptes, qui ont établi les comptes de gestion. Donc, c'est à lui directement de payer sur les fonds de la personne qui est protégée pour nous payer. Donc, il y aura forcément un délai à courir, forcément, du coup, entre le moment où on a établi notre facture et le moment où on recevra les fonds. Et en cas de litige, comment ça se passe? Après, il y a le tribunal judiciaire de proximité. Donc ça, c'est madame le juge. Du coup, si on a un litige, mais bon, après, je pense qu'on est entre personnes intelligentes. Je pense que ça justifie, si on a établi la facture, c'est qu'en face, on a eu des travaux et en face, c'est défini. De toute façon, il y a un barème. Hein, donc, je ne vois pas les cas qu'il y aurait éventuellement à contester nos honoraires. Encore qu'on verra peut-être avec la jurisprudence plus tard. Merci. Lilian, c'est à toi. Voilà. Donc, sur la conclusion des travaux, donc, comme on vous l'a rappelé précédemment, vous devez contrôler la présentation du compte de gestion et le rapprocher aux différentes pièces qui vous sont produites. La mission, c'est de s'assurer qu'il n'y a aucune anomalie majeure ou anomalie pour l'intérêt du majeur. Nous avons une véritable attente aujourd'hui des juges en charge de ces mesures afin de s'assurer que les comptes sont bien présentés, ça c'est une chose, mais surtout que les tuteurs qui sont nommés gèrent le patrimoine du majeur protégé en fonction de ses intérêts et pas de l'intérêt du tuteur. Donc, deux modèles de rapport ou de certification. Donc, vous avez le rapport de certification tel qu'il vous est présenté. Donc, c'est un modèle qui est normé dans le décret. Vous l'avez à l'écran avec une phrase qui indique que vous certifiez avoir vérifié et approuvé les comptes de gestion pour la période du temps au temps. Donc, il faut savoir que le certifié tel que indiqué dans le décret n'a pas forcément le même poids que le certifié, comme vous le certifiez dans vos rapports de commissaire aux comptes. Mais les termes sont les mêmes. Ce rapport peut faire mention d'observation. Et c'est là où les juges sont en attente de notre part d'observation. Les observations, c'est en particulier sur la bonne gestion. Donc la bonne gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire éventuellement de s'assurer que toutes les aides dont peut bénéficier le majeur protégé ont bien été demandées, les allocations adultes handicapés, le RSA, des choses comme ça. De s'assurer également, comme le disait Madame le juge tout à l'heure, que si vous avez un patrimoine financier, que ce patrimoine est à minima rémunéré et qu'il ne dort pas sur les comptes en banque, ou éventuellement, en observation, le compte peut être certifié, mais n'est peut-être pas présenté suivant la forme prévue par le décret. Donc ça, c'est typiquement le type d'observation. Donc voilà, vous avez un rapport qui certifie que vous avez fait vos contrôles, que vous n'avez pas constaté d'anomalie significative, et vous pouvez mettre un certain nombre d'observations qui peuvent porter sur des éléments de bonne gestion. Et vous avez un deuxième rapport, qu'on peut appeler le refus d'approbation. C'est surtout un rapport de difficulté. Donc, dans ce cas-là, le rapport, vous refusez d'approuver les comptes parce que vous avez, alors les difficultés, ça peut être de la difficulté la plus simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu les comptes. Ça, c'est imparable.
mais vous pouvez aussi avoir, dans vos contrôles, constaté un certain nombre d'irrégularités. Et les irrégularités principales, c'est l'utilisation éventuelle du patrimoine du majeur protégé par le tuteur à des fins personnelles. Donc il faut aussi connaître, savoir quel est le niveau de vie, et ça vous l'avez dans le compte de gestion du majeur protégé, et de s'assurer éventuellement de ses capacités physiques, et de vous assurer que certaines dépenses ne sont pas incompatibles avec ses capacités physiques ou intellectuelles. Donc, c'est également sur ce point où les juges sont en attente, c'est-à-dire sur ce type de rapport, puisqu'il faudra mettre en avant les anomalies qui sont constatées. Et on peut rebondir sur la slide d'après, puisque vous avez également le lien avec le parquet si vous constatez éventuellement des malversations. Voilà, donc vous avez la synthèse des rapports attendus, et nous sommes aujourd'hui face à de véritables attentes en termes de conseils, si l'on peut prendre ce mot, sur les patrimoines à vérifier par les juges en charge des tutelles. Et justement, à ce sujet, Madame la Présidente, comment est-ce que vont être utilisés nos rapports? Alors justement, le rapport de difficulté saisit le juge. Donc là, c'est le juge des tutelles qui va statuer et qui va devoir donc trancher la difficulté, organiser une audition et rendre une décision. Alors, bon, comme moyen qu'a le juge, hein, ça va être de désigner un autre tuteur. Par exemple, s'il y a un tuteur familial, ben, il va désigner, par exemple, un mandataire judiciaire de la protection des majeurs. Si les difficultés viennent d'un mandataire judiciaire de la protection des majeurs, ce qui peut arriver. D'ailleurs, j'attire votre attention sur des factures qui pourraient être présentées, qu'il faut examiner. Parfois, on se pose un petit peu des questions, hein, notamment des factures de travaux. Donc, dans ce cas-là, le juge des tutelles peut également demander à l'autorité tutélaire du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui est le préfet, de faire une inspection, voire de retirer son agrément au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Alors ça, indépendamment d'un signalement au procureur de la République et d'une procédure pénale éventuelle. Mais en tout cas, on a un éventail de possibilités. Donc, c'est important pour nous que les difficultés dans la tenue des comptes nous remontent. On va passer à la réalisation des diligences. Donc là, on va avoir différents points d'attention. Donc, vous l'aurez compris, c'est un travail qui est principalement administratif, comme le soulignait Fabrice tout à l'heure, avec un budget restreint. Donc, il va falloir bien calibrer et s'organiser en interne pour réaliser cette mission, histoire d'être un minimum à l'équilibre si c'est possible. Il va falloir aussi appréhender les modalités de réception, les délais et la forme des comptes de gestion. Donc là, il faudra être attentif à ces différents points. Pareil, il ne faudra pas hésiter à relancer si jamais il y a des manques. Là-dessus, Fabrice, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Toi, tu as déjà imaginé un peu comment tu allais t'organiser en interne? Oui, globalement. Alors, juste sur le. Ouais. Je vois que le budget restreint est en train de. Je vois que ça alimente le débat passionné sur le chat. Juste, là, je peux le dire parce que je ne suis pas élu, mais donc je suis un peu plus libre de parole. C'est une opportunité qui nous est offerte par le législateur de nous saisir du sujet. Vous avez remarqué, depuis la loi Pacte, quand même, que nos missions, en toute honnêteté, ont plus vocation à se restreindre qu'à se développer. Donc là, on va dire que de même, sans lobby, quel qu'il soit, de nos ordres, je parle des 2 ordres professionnels, la mission nous a été confiée. Donc c'est quand même une chance, j'ai envie de dire. Alors oui, il y a la problématique de la rémunération, mais j'ai envie de dire, moi, c'est plus secondaire pour ceux qui veulent se lancer. C'est plutôt, on va dire, il y a une mission d'un intérêt un peu plus supérieur. L'intérêt général doit primer.
Exactement. Sur on va dire sur les modalités de la réception des documents, oui, j'aime pas le terme industrialisé, parce que ça serait, je pense que ça va être mal perçu par les juges. C'est plus la problématique, c'est oui, il va falloir calibrer la mission, pas perdre de temps. On a une liste de documents, une checklist, mais ça, on a l'habitude de gérer, j'ai envie de dire, de ce genre de travaux. Par contre, il ne faudra pas perdre de temps et j'ai envie de dire, si on n'a pas tous les documents, après, il faut être réactif et envoyer directement la balle au mandataire pour pouvoir obtenir la liste de tous les documents qui nous sont alloués. Et après, il y a aussi un peu d'esprit critique. Je pense que comment est-ce que, j'ai envie de dire, posez-vous la question, comment est-ce que vous réagiriez si un de vos parents proches avait un tuteur ou un curateur et que ses comptes de gestion n'étaient pas contrôlés ou mal contrôlés? Je pense que vous le vivriez mal. Donc là, l'intérêt, c'est pour nous de bien faire les choses, mais d'avoir un petit peu d'esprit critique. C'est-à-dire que ça ne prend pas longtemps de faire une variation de la trésorerie entre le 1er janvier et le 31 décembre et voir si la consistance du patrimoine s'est développée ou pas. Je veux dire, ça prend, j'ai envie de dire, certaines travaux vont en 30 minutes pour certains petits, je parle vraiment pour les toutes petites mesures de protection, c'est relativement rapide. Je suis d'accord avec vous, le budget, mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas forcément le débat actuellement. Le débat qu'on va avoir, ça va être avec les juges, leur attendu, pour pas qu'il y ait un malentendu, parce que les termes qui sont utilisés, notamment la certification, ce genre de choses, qu'il n'y ait pas qu'il y ait petit quiproquo avec les juges sur l'attendu et nos travaux, où on va avoir peut-être le réflexe de vouloir se réfugier derrière nos NEP, enfin derrière les normes d'exercice professionnel, qui sont peut-être pas forcément adaptées, parce que là, on parle quand même de comptes de particuliers. Avec une compta, il n'y a pas de compta pour les particuliers. Donc, il va falloir qu'on retrouve, on va dire, une adéquation entre les diligences qu'on va devoir effectuer, l'attendu des juges et nous, le respect des textes qui nous sont alloués en tant que professionnels. C'est ça. Et du coup, tu veux rebondir sur les limites de la mission ? Alors, les limites de la mission, oui, tout à fait. Donc, on a une complexité des comptes de gestion, parce qu'on va avoir des patrimoines qui vont se complexifier. Donc, il va falloir ça va prendre un petit peu plus de temps. On n'a pas d'informations, comme je l'ai dit, en préambule, c'est-à-dire sur la consistance. On reçoit l'ordonnance du juge. Et j'ai envie de dire, par contre, on ne sait pas si derrière c'est Mme Bettencourt ou si c'est quelqu'un qui est au RSA. Donc, c'est un peu délicat pour dimensionner les travaux et ce que vous n'allez pas en avoir qu'un seul. Au début, je pensais que j'allais avoir une ou deux conductibles à vérifier. Je ne vais pas dire le nombre, mais je reçois un recommandé quasiment par semaine, voire plus, si ce n'est par jour. Donc, ça peut vite s'accroître et on le voit que les juges ont besoin, enfin les greffes ont besoin de notre assistance. Donc, ça peut vite augmenter en termes de quantité de travail effectué. Donc, pour l'instant, là, malheureusement, c'est qu'on ne connaît pas la consistance du patrimoine à contrôler, mais je suis relativement confiant. Je doute qu'on ait des patrimoines avec une très forte consistance. Le niveau des sondages à effectuer, ça a été dit, donc les dépenses supérieures à 500 €, mais on peut très bien avoir une facture de 500 €, mais qui a été payée en plusieurs fois. Et dans le compte de gestion, il faudra qu'on puisse bien l'analyser. Et il va falloir prendre le temps d'aller vérifier les factures. Je vais aller même plus loin que Madame la Présidente, c'est peut-être aller au-delà, c'est-à-dire peut-être vérifier le fournisseur s'il existe bien. Je ne veux pas employer le terme de fausse facture, mais on va dire d'aller quand même, je fais un petit sondage, vous connaissez des sites comme moi pour aller vérifier si le fournisseur il existe. Est-ce que le nom qui apparaît sur la facture, le SIRET, existe bien? Est-ce que ça ne prend pas non plus des dimensions? Parce que ces personnes-là ne font pas des travaux tous les 4 matins. Et peut-être qu'elles ne partent pas non plus au Club Med. J'espère pour elles, si elles le souhaitent, mais probablement qu'elles sont en EHPAD ou en institution, et il est peu probable, on va dire, qu'il y ait des dépenses somptuaires qui soient effectuées pour le compte du majeur protégé. Et après, c'est la notion de bonne gestion de chef de famille, c'est le terme consacré, où là, j'ai envie de dire, ça devient compliqué. Quand je dis, il y a un maquis réellement d'aide sociale. Vous comme moi, je pense qu'on n'est pas formé à ce genre de choses, sachant que ça peut aller très loin. Vous pouvez avoir la réversion de la pension, de la retraite complémentaire du conjoint décédé. Donc ça, il faut connaître les seuils. Donc il va falloir aussi qu'on articule et qu'on soit formé rapidement, mais ça fera l'objet d'un questionnaire, où ça, je pense que la compagnie pourra le faire. Enfin, avoir un questionnaire où on balaye rapidement. Et ça va faire l'objet après de quelques sondages, de quelques compléments d'information, notamment sur la lettre d'affirmation. Je reprends les termes professionnels consacrés qu'on utilise dans nos missions classiques, si j'ai envie de dire, où il va falloir quand même faire aussi preuve de pédagogie avec les mandataires pour leur dire, c'est pas qu'on vous demande de tout valider, c'est qu'on a besoin d'être rassuré pour certaines choses. Notamment, c'est sur l'exhaustivité du patrimoine, parce qu'on n'a pas accès à l'heure actuelle, les textes ne nous permettent pas d'avoir accès à FICOBA et FICOVI. FICOBA, c'est la liste des comptes bancaires détenus par une personne physique, c'est ce que possède l'administration fiscale, et FICOVI, c'est l'ensemble des comptes bancaires, l'ensemble des contrats d'assurance vie détenus par une personne majeure ou mineure. On n'y a pas accès, donc ça, il faut demander aux juges qui nous produisent une ordonnance qui nous permettra de le faire. Donc ça aussi, pour l'instant, c'est que nous, on nous demande de contrôler le patrimoine
d'ailleurs j'aimerais avoir le retour de Madame la Présidente, mais on nous demande de contrôler le patrimoine qui nous a été transmis, mais ce qui va être plus compliqué, c'est tout ce qui n'apparaît pas dans les comptes de gestion qui nous ont été transmis, donc notamment sur l'exhaustivité du patrimoine. Donc c'est ça. Dans mon esprit, vous aviez accès à FICOBA. Alors pour moi, en tant que le texte le prévoit. Alors, moi, j'avais fait le test, alors cette fois-ci en tant que casquette d'expert comptable il y a quelques temps, pour différentes raisons, pour différents outils. Ça m'avait été refusé, parce qu'on n'avait pas accès, on n'était pas des personnes habilitées à avoir accès. Oui, mais le texte a changé depuis le décret. Alors, après, on avait… Mais il me semble bien que le décret vous permet de le faire. Dans tous les cas, on pouvait toujours demander au juge la possibilité d'y avoir accès. La problématique, c'est dans nos diligences, est-ce qu'on le prévoit systématiquement dans nos travaux ou est-ce qu'on le prévoit au cas par cas si on a un doute sur la consistance du patrimoine qui nous a été transmis dans les comptes de gestion. Donc ça fait un petit peu, on va dire ça, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger avec vous, oui. Madame la Présidente. À vérifier, mais il me semble bien que le décret le prévoit. Alors, la problématique qu'on a, Madame la Présidente, c'est que nos interlocuteurs, que ce soit, je parle en tant qu'expert comptable, que ce soit les URSSAF, le guichet unique, ça va faire sourire dans le chat, ou toutes les institutions autres, des fois, il y a un décalage entre l'information qu'on possède, comme qu'on peut avoir accès à la base, et eux, l'information qu'ils possèdent pour nous donner les accès. Mais c'est un autre débat qui n'a pas forcément lieu d'avoir lieu aujourd'hui. Je te laisse. Oui. Ouais. À moins que tu aies des questions. Non, j'étais en train de regarder sur qui a accès au fichier FICOBA et ce qui a été mis à jour au 6 janvier 2025, il n'apparaît pas qu'en tant que commissaire aux comptes, on puisse y avoir accès. Donc, on va vérifier. Sachant que FICOBA, c'est assez vaste, que vous tapez le nom d'une personne, vous êtes… Alors, juste pour, Madame la Présidente, juste pour vous donner une indication, dans le cadre de nos missions d'expert comptable, on a l'obligation de marquer le numéro d'identification fiscale des personnes physiques dans les liasses fiscales. On n'est pas habilité à avoir ce numéro d'identification fiscale en tant qu'expert comptable. Vous imaginez, des fois, c'est un peu complexe. Et en tant que commissaire aux comptes, on a des pouvoirs. Malheureusement, à l'heure actuelle, on est relativement limité. Mais je serais très preneur, si on y a accès, d'avoir la procédure. Alors, je lis l'article 513.1 qui dit que la personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication donc prévu au 2e alinéa de l'article 510 sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Donc, elle est tenue d'assurer la confidentialité du code de gestion. Et l'article 510… alors ça, c'était un article qui concernait le tuteur. À cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée, un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Bon, effectivement, c'est auprès de la banque. Alors, sachant est-ce qu'il va falloir qu'on circularise, c'est-à-dire est-ce qu'on interroge l'intégralité de toutes les banques françaises ou européennes? Il y a ce compte-là, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on interroge à peu près, si on n'a pas accès à FICOBA, c'est le seul moyen qu'on a éventuellement, ce qui est un petit peu en termes de diligence compliqué. Mais ça fait partie des points, je pense, qu'on pourrait évoquer dans le kit mission, du coup en juillet. Bon, dans la plupart des cas, vous aurez comme interlocuteur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui va vous dire ce qu'il en est des comptes bancaires. Et tout à fait. Et je verrais mal l'intérêt de ne pas nous mettre un compte bancaire dans le compte de gestion ou une assurance vie dans le compte de gestion. Ça serait quand même fortement, on va dire, étonnant, sachant qu'on a une copie de la déclaration d'impôt sur le revenu, de l'avis d'imposition. Donc, s'il y a un compte d'assurance vie, il y a des intérêts. Donc, potentiellement, on aura l'information. Et dans l'inventaire, alors je précise l'importance de l'inventaire qui doit être normalement, l'inventaire, il est produit, il est établi dans les 3 mois de l'ouverture de la mesure. Ce n'est pas toujours respecté. Mais dans l'inventaire, on a justement une photocopie des comptes bancaires et des comptes d'épargne et également des biens immobiliers. Donc ça, l'inventaire, c'est très important de le demander. On insistera là-dessus. Ensuite, alors, Fabrice. sur la couverture de l'assurance, c'était Marine peut en témoigner, une de mes premières, et Lilian aussi, une de mes premières inquiétudes, c'était est-ce qu'on était couvert dans le cadre de la RCP classique qui a été souscrite par la CNCC, donc auprès de Sophie Assure. Donc la réponse, moi je l'ai eue
Marine m'a confirmé que oui, et j'ai eu aussi confirmation par Sophie Assure qu'on était bien couvert du coup par l'assurance. Donc ça, théoriquement, on n'a pas de problème. Il y a une question qui était posée dans le chat, je crois, sur H2A, le contrôle. Est-ce que ça rentre dans le contrôle périodique du H2A? Donc là, je laisse du coup les instances du coup se positionner. Lilian, je ne sais pas si tu as une information à ce sujet, mais j'ai aucune information pour l'instant. Pour moi, c'est pas dans le périmètre de l'H2A. Non, pour moi non plus. Puis je vois mal le H2A les contrôler. Bon, ces sujets-là. Ces sujets-là, je pense qu'ils ne se sont pas emparés du sujet, donc on ne les a pas entendus, donc je ne pense pas. Mais bon, pourquoi pas. La périodicité de la mission, donc ça, c'est défini dans l'ordonnance du juge, donc c'est important, nous, de le noter, peut-être de même le rappeler dans le rapport, c'est pour quelle durée on a été nommé, du coup, bien savoir ce qu'on peut intervenir au cours de la mesure, hein, parce que j'ai une ordonnance, la mesure existe déjà, et on me demande pour l'avenir, enfin pour l'année 2024 et pour les années à venir. Donc bien faire attention sur la période de la mission qui devra être effectuée. La notion de seuil de signification, donc ça, je reviens au terme avec notamment, même si ça ne s'applique pas dans le cas aujourd'hui, mais la NEP 330, enfin, sur la planification de l'audit et la définition d'un seuil de planification et de seuil de signification, ce qu'on a l'habitude de voir. Là, pareil, on n'a pas l'obligation de produire un plan de mission, mais est-ce qu'on met en place un seuil de signification qui ne sera forcément pas le même en quelqu'un qui a 1 million de patrimoine et quelqu'un qui touche le RSA. Donc ça aussi, dans le norme professionnel, il faudra qu'on voit si on... Donc ça fait partie des questions et des problématiques à élaborer. Madame la Présidente, là-dessus, est-ce que vous attendez qu'on vous donne un seuil, du coup, sur lequel on a effectuer nos diligences, ou est-ce que vous visez plutôt, vous privilégiez plutôt de l'exhaustivité? Qu'est-ce que vous entendez par seuil? Alors, un seuil, c'est en fait en fonction de différents pareils, en fonction des seuils du patrimoine de la personne. On va dire, on ne va pas regarder les dépenses. Quelqu'un qui va avoir, mettons, 2 millions de patrimoine et qui a 100 000 euros de revenus, on ne va pas aller regarder les dépenses en dessous de 1 000 euros, par exemple. Alors, ce que dit le texte, c'est qu'il faut un justificatif pour toute dépense supérieure à 500 euros. OK, donc voilà. On fait de l'exhaustivité. Bon. Alors, bon, il y a pas mal de personnes qui vont être des personnes âgées. Bon, c'est assez simple parce que le gros des dépenses, ça va être les dépenses d'EHPAD, par exemple. Hein. Voilà. Hein. Mais oui, il faut se conformer au texte. Hein. Donc, supérieur à 500 euros, il faut un justificatif. D'accord. Merci. Au niveau de la reconduction de la mission, donc ça, on a une ordonnance du juge qui nous nomme pour plusieurs exercices ou plusieurs années civiles, parce qu'on raisonne bien l'année civile. Je pense que vous, Madame la Présidente, vous n'avez pas besoin vous n'allez pas nous refaire une ordonnance chaque année, on est bien d'accord qu'on a une ordonnance de départ qui va nous nommer sur le reste de la mesure de protection qui a été mise en vigueur. Pendant la durée de la mesure. Donc la mesure, elle s'achève soit par le décès de la personne, soit par la main levée. La personne va mieux, elle n'a plus besoin de mesures de protection. Soit par l'expiration, c'est-à-dire on n'a pas pu renouveler parce qu'on a réclamé, enfin les greffes réclament avant le renouvellement de la mesure une demande, une requête en renouvellement avec un certificat médical. Si on ne reçoit rien, eh bien la mesure expire d'elle-même. Voilà, les mesures sont limitées dans le temps. Il faut savoir qu'il y a eu une évolution. Hein, il y a 20 ans, on pouvait ordonner une mesure de tutelle pour une durée de 30 ans. Là, c'est plus possible. Hein. L'évolution générale, y compris au niveau européen, c'est de limiter le plus possible l'atteinte au droit, en tout cas dans la durée. Donc, une mesure de curatelle renforcée, c'est 5 ans, renouvelable. Une mesure de tutelle, c'est 5 ans, et c'est 10 ans si le médecin nous dit que l'évolution de l'état de santé est peu probable et dans ce cas-là, on peut faire une mesure au-delà de 5 ans. Donc, tout ça pour dire que maintenant, on est vraiment dans des durées très limitées. Et donc, oui, vous allez suivre la mesure. Tant qu'elle est en cours, vous serez désigné, sauf si vous ne voulez plus exercer, mais sinon, la mesure, votre désignation va suivre la durée de la mesure. D'accord. Merci. Ensuite, je voulais aussi préciser juste une chose. Pour 2024, vous pouvez être désigné pour des personnes décédées en 2024. C'est ça. Ça répond à une des questions qui était de savoir, en cas de décès du majeur protégé, est-ce que notre mission prend fin automatiquement à cette date ou est-ce que le juge peut décider de la date de fin de la mission ? Non, elle prend fin automatiquement à la date du décès. Alors, je parle de 2024 parce que c'est prévu par les textes.
hein, puisqu'on a eu le décret très tard. Hein. Donc, il y a des personnes qui sont décédées en 2024, qui ont un patrimoine important et pour lesquelles il y a des désignations de professionnels qualifiés. Donc là, la mission, elle va commencer au 1er janvier 2024 et elle va s'arrêter à la date du décès, par exemple le 14 juillet 2024. Mais il faut que cette période de 6 mois, elle soit contrôlée, puisque par définition, personne ne la contrôle. Lilian, les bonnes pratiques, qu'est-ce que Alors, les bonnes pratiques. Alors voilà, pour rebondir sur les honoraires, puisqu'on a un certain nombre de questions et de remarques, je pense, alors en plus, nous aurons sur le territoire national des applications par les juges qui peuvent varier, parce que vous avez potentiellement des tribunaux qui ont des gros volumes et qui vont peut-être affecter des professionnels en fonction des comptes à vérifier et pas forcément en fonction des patrimoines. Et vous aurez peut-être des tribunaux qui auront besoin sur des comptes particuliers ou sur des patrimoines particuliers de professionnels différents. C'est notamment ce qui pouvait être envisagé sur certains tribunaux de Haute-Savoie en désignant les commissaires aux comptes plutôt sur des patrimoines un peu plus complexes, pas forcément importants, mais un peu plus complexes. Donc, chaque tribunal aura sa politique ou chaque juge aura sa politique de désignation. Concernant le volume de travaux, je pense qu'il faut, et en fonction du volume d'honoraires également, il faut aussi relativiser. Nous ne sommes pas dans une mission toute nette. La mission aujourd'hui, c'est déjà de recevoir un compte de gestion, qu'il soit vérifiable, c'est-à-dire d'une présentation compréhensible, qu'il soit joint les pièces justificatives. Et nous avons un travail qui est purement administratif, c'est-à-dire de vérifier que toutes les pièces justificatives sont bien là et dans la mesure du possible où les dépenses correspondent au train de vie de la personne protégée. Voilà. Donc ça, c'est la mission de base. Après, nous aurons donc les bonnes pratiques et ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Une lettre de mission, peut-être, peut-être pas. Ce qui sera certainement important à voir, c'est une lettre d'affirmation de la part du tuteur, à minima pour s'assurer d'avoir l'entièreté des placements, des comptes bancaires. Un dossier de travail, plus ou moins complexe, sachant qu'on est principalement sur du pointage de pièces justificatives, et peut-être une lettre de mission qui fasse également lettre d'affirmation. Concernant les différentes relances, il est certain que quand vous avez un budget de 30 €, vous ne pourrez pas passer du temps à faire de relance. Il y aura peut-être une décision à prendre en disant avec ce budget-là, je n'ai pas de compte de gestion ou il n'y a aucune pièce justificative. Est-ce que c'est notre travail de relancer ou simplement d'émettre un rapport de difficulté en disant il n'y a pas de compte de gestion? C'est au juge aussi éventuellement de changer de tuteur s'il n'est pas en capacité d'assurer sa mission jusqu'au bout. Donc voilà, les bonnes pratiques, c'est nos prochains travaux, mais il ne faudra pas que nos pratiques soient disproportionnées en termes de volume, en termes de qualité, par rapport au budget d'honoraires qui pourrait être attribué par le décret. Et donc, le kit mission, si tu veux nous en toucher 2 mots, Lilian, alors, sur notre objectif. Voilà, le kit mission, alors pour l'instant, il est en cours d'élaboration. Certains professionnels, alors j'ai vu que dans le chat, un certain nombre d'entre vous ou d'entre nous avaient déjà postulé et recevaient déjà des ordonnances. Donc, nous sommes preneurs de toute expérience, de tout retour d'expérience, si certains veulent se porter volontaires, pour essayer d'apporter à l'ensemble de la profession un kit mission qui soit le plus efficace et efficient possible afin de pouvoir aider notre ministère de tutelle dans cette nouvelle mission, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable besoin d'aide et il ne faut pas l'oublier. C'est toujours facile de demander à la DACS quelque chose. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que la DACS, par le biais des juges, nous demande de les accompagner sur ces mesures particulières.
et il ne faut peut-être pas faire la passe. Voilà, on est peut-être sur une mission d'utilité publique plutôt que d'utilité personnelle des commissaires aux comptes. Donc voilà, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre pour nous aider à réaliser ce kit le plus efficient possible pour vous accompagner sur ces futures missions. Et si certains d'entre vous veulent participer à la réflexion et à la construction de ce kit, n'hésitez pas à faire un mail au service juridique de la CRCC de Paris. On sera ravis de vous accueillir et de réfléchir ensemble. Donc, appel à candidature. Madame la Présidente, votre consoeur a des difficultés de connexion. On a quelques questions à vous poser, même si certaines ont déjà été apportées. Mais pour vous, quelle est la vision du terme certification? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que chez nous, la certification a un poids très lourd. On engage notre responsabilité. Pour vous, dans l'esprit du texte en tout cas, qu'est-ce que ça revêt? Alors, moi, j'ai relevé le terme d'approbation des comptes. J'ai relevé le terme d'approbation des comptes dans la loi. Bon, donc, en fait, c'est ce que faisaient d'ailleurs les directeurs de comptes, de greffe, c'était d'approuver les comptes. Oui, c'est vrai que c'est je cherche le texte, là, je l'avais noté. La phrase exacte, c'est certifier, avoir vérifié et approuver les comptes. Donc, on certifie avoir vérifié et on approuve les comptes. Donc ça, c'est dans le modèle, c'est ça, Lilian? Oui. C'est dans le modèle qui est fourni par le décret. Mais le Code civil, bon, je ne trouve plus la note que j'avais faite, mais le Code civil parle bien d'approbation. Donc, l'idée, c'est d'approuver des comptes. Alors, j'allais dire, ça va peut-être être la jurisprudence, tout simplement, hein, qui va dire, c'est-à-dire, pour nous, c'est du contentieux qui est quand même assez nouveau, parce qu'on s'attend à recevoir beaucoup de PV de difficulté. Hein. Donc, c'est un nouveau contentieux qui va s'ouvrir et la jurisprudence, elle va se bâtir. Hein. Ça m'est un peu difficile de vous dire aujourd'hui quels sont vraiment les contours. Voilà, même les directeurs de greffe n'avaient pas toujours forcément la même approche des comptes. Je pense que vous approuvez lorsque vous estimez que les comptes sont sincères, qu'il n'y a pas alors, en lisant, moi, ça m'arrive de regarder quand même les comptes. Hein, on a toujours les relevés bancaires qui sont joints. On a vite fait de voir s'il y a des problèmes. Quand vous voyez que sur un relevé bancaire, il y a très peu d'opérations, bon, j'allais dire tout va bien. Si sur un relevé bancaire, eh bien, il y a tout un tas de paiements faits par carte bancaire auprès de supermarchés, qu'il y a des paiements faits auprès de compagnies aériennes, qu'il y a des gros chèques, qu'il y a des virements un peu dans tous les sens, on voit que ça ne va pas. Voilà, là je parle, c'est plutôt pour certains comptes de famille, c'est rare, hein, mais ça peut arriver. Donc, c'est ça l'approbation. Hein, est-ce que les comptes paraissent, est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie au vu des contrôles que vous pouvez faire, qui sont a priori des contrôles, je pense, assez rapides, surtout quand ça vient de mandataires judiciaires à la protection des majeurs, mais même aussi de familles. Hein, souvent, les familles, elles vont faire le même travail presque qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Mais il y a quand même un petit pourcentage où ça va poser problème. Donc là, la jurisprudence, elle va se bâtir. Qu'est-ce qui est problématique ou pas problématique? On a quand même, on peut avoir des familles très pauvres et puis l'enfant polyhandicapé, hein, dont on s'occupe depuis qu'il est tout petit, sans trop d'aide de l'État d'ailleurs, son allocation adulte handicapé, elle va un peu servir à payer le loyer. Alors, est-ce que c'est une vraie anomalie ou pas? Ça, le juge, il va le dire, parce que le juge, il va voir le dossier et au cas par cas, il va trancher.
Voilà. Donc, moi, je reste sur le terme approbation, mais encore une fois, nous-mêmes, nous ne savons pas trop vers où nous allons, mais nous attendons un contentieux assez important. Et là-dessus, justement, par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer dans le précédent système, en quoi cette nouvelle organisation et ces nouvelles missions qui nous sont confiées vont permettre de différer des pratiques précédentes? Alors, la grosse différence, ça va être la transmission des comptes, puisque jusque-là, les comptes étaient envoyés par les tuteurs, les curateurs, professionnels ou pas, au tribunal. Et puis ensuite, le directeur de greffe, d'un tribunal à un autre, pouvait ou ne pouvait pas contrôler les comptes ou les contrôler un peu. Là, les comptes, ils vont vous être transférés directement. Enfin, c'est ce qui est prévu par les textes. Hein. Vous allez recevoir directement les comptes. Nous n'allons pas les voir. Et ensuite, c'est vous qui allez nous les renvoyer. D'accord. Voilà. Et à l'issue de ça, par rapport à ce que vous expliquiez tout à l'heure, si jamais un rapport de difficulté fait état d'un certain nombre d'anomalies / malversations, est-ce que derrière, le parquet va enclencher des procédures, éventuellement faire diligenter une expertise judiciaire pour éclaircir? Alors, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le rapport de difficulté, vous allez l'envoyer au juge des tutelles, et c'est ce que disent les textes. Hein. Le rapport de difficulté, le juge des tutelles est saisi par votre rapport. Donc, c'est une procédure civile. Voilà, il faut savoir que le parquet civil intervient très peu et de moins en moins. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le parquet civil nous saisit parce qu'il est saisi par les assistantes sociales. Vous voyez ? Mais par contre, tout ce qui est gestion de la mesure, c'est le juge des tutelles. Le parquet n'est jamais présent à nos audiences. On ne fait que lui transmettre la décision. Donc, vous avez noté des difficultés, vous avez noté des malversations éventuelles, vous faites un PV de difficulté, c'est le juge des tutelles qui va trancher. Voilà. Et selon ce que vous avez fait remonter, il va… Alors, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de saisir le parquet, mais en tout cas, le juge des tutelles, lui, il peut saisir le parquet. Voilà. Mais pas forcément. Il ne va peut-être pas forcément saisir le parquet, mais il pourra tout simplement changer le curateur. Et éventuellement, si c'est un mandataire professionnel, signaler à son autorité de tutelle, puisque ils ne sont pas organisés en ordre, hein, ils sont simplement sous la tutelle du préfet, signaler au préfet, à la direction de la préfecture, qu'il y a un problème avec ce mandataire, qu'on voudrait qu'il soit inspecté, voire qu'il perde son agrément. Donc, ça ne va pas forcément suivre la voie pénale. Hein, mais en tout cas, on est toujours au départ, on est dans une procédure civile. Le traitement du PV de difficulté, c'est une procédure civile du juge des tutelles. D'accord. On a une question par un confrère qui s'interroge sur le fait que la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et tout ce qui est suspicion d'infraction doit donner lieu ou non à une déclaration de Tracfin et ou à une révélation au procureur de la République en qualité de commissaire aux comptes. Là-dessus, Fabrice, Lilian? Perso, moi, la DS, je la ferai dans tous les cas. Ça ne concerne que nous et Tracfin, ça ne concerne personne d'autre, du coup. Donc après, on l'a fait en son âme et conscience, hein, du coup. Je ne vois pas pourquoi Tracfin nous reprochait d'avoir fait une DS, encore. Mais bon, je vois mal dans le cas d'une personne sous protection. Bon, moi, admettons. Et après, au niveau du procureur, comme l'a dit Madame la Présidente, après, c'est elle qui va saisir le parquet. Après, ça va, je pense qu'on va voir aussi au niveau de la jurisprudence. Du coup, si c'est à nous aussi, en plus, on peut essayer de saisir le parquet de l'infraction qui a été constatée, sachant qu'on n'est pas des juges, hein, on constate que des faits. Mais pour moi, on a quand même l'obligation de révéler, et c'est ce que confirme… je pense aussi. Après, il peut y avoir des moyens de vérifier. Très souvent, quand il y a des grosses sommes d'argent qui arrivent, c'est soit une vente immobilière, soit une succession. Donc, ça peut se vérifier dans le dossier qui est chez le juge des tutelles. En général, on a pris, puisque vous devez d'ailleurs normalement avoir connaissance des décisions qu'on prend en matière de patrimoine. Hein. Donc, le juge des tutelles autorise la vente,
au vu des estimations qui sont faites pour tel montant, ou alors il va autoriser d'accepter la succession. Vous voyez, il y a des pièces qui peuvent quand même permettre de tracer l'origine des fonds, qui sont dans le dossier du juge des tutelles. Évidemment, s'il y a des sommes qui vous semblent poser difficulté, là, c'est libre. Effectivement, faites le signalement. Merci. Là, petite pub avant la fin du webinaire. Donc, on vous invite à bien suivre les prochaines formations. Donc, on vous rappelle le deuxième webinaire qui aura lieu tout début juillet pour vous présenter le kit mission sur lequel on va plancher. Donc, ça sera une première version. L'objectif, ça sera de le faire évoluer dans le temps en fonction de ce que chacun d'entre nous va constater et va remonter sur ces différents dossiers. Ensuite, on vous donne rendez-vous à partir du 15 mai de 17h à 18h pour un nouveau cycle de formation Focus dédié à l'informatique au service de l'audit. Donc, les inscriptions sont ouvertes. On vous a remis l'adresse du lien. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose, à Bobigny, on est quand même le 2e tribunal de France. On a à peu près 30 noms sur notre liste de professionnels qualifiés, ce qui est très peu. J'ai donné un chiffre tout à l'heure, 10 700 mesures en cours, sans compter tout ce qui arrive tous les jours. On va vite arriver à saturation. Donc, effectivement, l'aide des commissaires aux comptes serait très important pour nous. Ce ne sont pas que des dossiers impécunieux. On a pas mal de dossiers avec de l'argent, notamment suite à des ventes immobilières, puisque très souvent, la vente immobilière suit l'entrée en EHPAD. Donc, il y a des patrimoines qui sont loin d'être peu importants. Voilà, et les dossiers qui peuvent être intéressants. Donc, on est dans l'attente et donc, je vais transmettre aux organisateurs l'adresse mail structurelle du parquet civil pour permettre d'adresser des candidatures. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir participé et de nous transmettre cette information qu'on diffusera avec plaisir à nos confrères. Donc, c'est important de se mobiliser pour réaliser cette mission et qu'on réponde présent à cette mission d'intérêt général. Pour revenir sur la petite partie pub avant de se quitter, on vous rappelle qu'on sera ravis de vous accueillir le 10 juillet 2024, donc de 9h à 17h30, à notre journée de formation gratuite qui aura lieu à la Maison de la Chimie. Donc, on est en train de vous construire le programme et croyez-moi, ça sera palpitant. Donc, on a hâte de vous y retrouver. Bonne fin de journée. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve en juillet. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.